Monsieur. Oui, Christome. Vous avez quel âge? Oh, je dirais entre 20 et 100 ans. C'est possible d'avoir 100 ans? Théoriquement, oui, mais on n'est plus très frais. Et de toute façon, il y a 100 ans, il s'est rien passé. Pas de guerre, pas de révolution, rien. Ah oui, je vais vous dire, moi, tout ce qui s'est passé il y a 100 ans. Bonjour chers élèves, je suis le comte de Noiles et je vais vous présenter l'année 1924 et la plupart des événements de cette année de la période dite entre-deux-guerres. Après la deuxième révolution russe et la prise de pouvoir des bolcheviks, la Russie n'est pas tout de suite devenue URSS. Le chef de la révolution bolchevique, le fameux Lénine, Vladimir Ilitch Ulyanov de son petit nom, fonde le pouvoir soviétique dès novembre 1917. Mais la guerre civile succède à la Première Guerre mondiale, sans compter les prétentions russes sur la très jeune Pologne, ressuscitée en 1919, ou la Finlande qui acquit son indépendance face aux Russes. À moi ? Finalement, le 30 décembre 1922 eut lieu l'acte de naissance officiel de l'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, réunissant la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie et la Transcaucasie, Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie. Souffrant depuis plusieurs années, Lénine meurt le 21 janvier 1924 à 53 ans sans avoir désigné explicitement de successeur. 10 jours plus tard, le 31 janvier, une nouvelle constitution de l'URSS est ratifiée, affirmant l'égalité des droits et la souveraineté théorique des républiques socialistes soviétiques qui s'allieraient à la Russie. C'est ainsi que le 14 octobre, l'oblast du Kirghizistan est fondé, il devient RSS en 1926, et le 27 octobre, les RSS de l'Ouzbékistan, du Turkménistan et du Tadjikistan furent fondés à leur tour. C'était la mode à l'époque. J'ai bien dit souveraineté théorique, puisqu'en réalité, le gouvernement de Moscou s'occupe de l'armée, des affaires étrangères et même de la planification économique. Les RSS sont reconnus, mais n'ont qu'une autonomie toute relative. Il n'empêche que la mort de Lénine a en quelque sorte débloqué la situation internationale, car le Royaume-Uni, le 3 février 1924, puis la France, le 28 octobre, ont reconnu l'URSS. Quant à savoir qui va succéder à Lénine, Joseph Staline est en pleine ascension. Secrétaire général du parti dès avril 1922, il théorisa le 20 décembre 1924 le socialisme dans un seul pays, autrement dit, bâtir le socialisme uniquement en URSS sans attendre la révolution des autres pays, en vivant en autarcie par une planification économique. Staline élimina progressivement tous ses concurrents pour devenir seul dictateur en 1927. L'extrême droite de l'entre-deux-guerres, qui conduisit la Seconde Guerre mondiale, n'avait pas du tout la même influence en 1924. Mais certaines bases commençaient à être posées. Quelle indignité! L'Italie était tombée dans le fascisme par la force en octobre 1922, mais le chef du parti, Benito Mussolini, avait conservé une apparence de pluralité politique, en acceptant dans son gouvernement des membres de la droite et du centre-droit. Qu'est-ce qu'on risque? La gauche italienne était donc devenue la seule opposition au régime, à travers la figure du socialiste Giacomo Matteotti, 39 ans. Les élections législatives d'avril 1924 furent houleuses, le régime d'extrême droite étant fortement soupçonné de fraude et de violence répétées pour garder la majorité. Le 30 mai, Matteotti exigea l'invalidation des élections. Mussolini le fit assassiner le 10 juin 1924 par un escadron fasciste. Le Duce nia en avoir été l'instigateur avant d'assumer la répression de tous ses opposants en janvier 1925. C'est un sale con! Rien de tout cela en Allemagne. Le 1er avril 1924, Adolf Hitler fut condamné à 5 ans de prison à la suite de son putsch manqué. Il ne resta en réalité que 8 mois en captivité, car il fut amnistié par le gouvernement bavarois. Mais c'est durant ces mois-ci qu'il écrivit le tristement célèbre Mein Kampf. Le parti nazi existait avant Hitler, mais il était interdit en novembre 1923. Il s'est regroupé avec un autre parti, mais lors des élections de décembre, les deux partis nationalistes n'eurent que 14 députés, soit moins de 3% des sièges. Il s'est passé beaucoup de choses dans chaque pays, je ne peux évidemment pas en faire un tour d'horizon complet, mais j'en ai tout de même sélectionné quelques-uns.
Le Tibet est officieusement indépendant depuis 1912 et l'expulsion des soldats chinois. Autonome, bien qu'officiellement toujours sous autorité chinoise, la capitale, Lhasa, est devenue interdite aux Occidentaux. Cela n'empêcha pas la célèbre exploratrice Alexandra David-Néel, 56 ans, d'y pénétrer le 28 janvier, déguisée et le visage couvert de suie. Elle y resta 2 mois, un sacré exploit. Il y avait un autre pays qui essayait de se démarquer de la Chine, quitte à se rapprocher de l'URSS. Ce fut le pays coincé entre ces 2 gigantesques États, la Mongolie. Officiellement indépendante depuis 1911, ni la Russie de l'époque, ni la Chine bien sûr, ne reconnurent cette indépendance. D'ailleurs, au sortir de la Première Guerre mondiale, en 1919, les Chinois récupérèrent le pays pour 2 ans. Vous vous précipitez sur moi comme une horde de loups affamés sur un agneau. Une révolution rétablit l'indépendance de la Mongolie, installant un Bogd Khan qui mourut le 20 mai 1924 après 3 ans de règne. Le 26 novembre 1924, conseillé par les soviétiques, le Grand Kourla, le parlement de la Mongolie, proclama la République populaire de Mongolie, en s'alignant donc sur l'Union soviétique. La capitale Ourga fut rebaptisée pour l'occasion Oulan-Bator, le héros rouge. James Herzog, 58 ans, est un ancien général de la Deuxième Guerre des Boers, qui a opposé Afrikaners, les descendants de colons néerlandais, français et germaniques, et les Anglais, qui occupaient de fait l'Afrique du Sud de 1899 à 1902. Pourvu que les gentils gars. Autrement dit, Herzog ne portait pas trop les Anglais dans son cœur, alors jusqu'à soutenir l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale. Pourvu que les méchants perdent. Il fonda son propre parti, le Parti national, en 1914, et remporta les élections législatives d'Afrique du Sud le 30 juin 1924. Il resta Premier ministre 15 ans, ce qui n'est pas négligeable. Oh oui, oui. Grand défenseur de la langue afrikaans, il l'officialisa comme langue officielle avec l'anglais à la place du néerlandais. Et il mit en œuvre une consultation populaire pour un hymne national et un drapeau sud-africain. Oui, il visait clairement l'indépendance du pays, ce qui fut fait 2 ans plus tard, avec un hymne africain et un drapeau faisant beaucoup penser aux Pays-Bas. Le drapeau du Royaume-Uni était inclus, mais en tout petit, là, regardez. La ségrégation, oui, évidemment qu'elle était déjà en place, comme dans la plupart des pays colonisés. L'originalité du nouveau pays fut de conserver ce système et d'officialiser l'apartheid en 1948. Le Panama et la Colombie formaient un seul et même pays depuis 1821, mais les États-Unis s'y sont mêlés. En 1903, le Panama déclara son indépendance, protégé par les États-Unis qui y installèrent un protectorat, le but étant bien sûr le creusement et l'exploitation du canal de Panama par ses protecteurs états-uniens. Shipper, arrête de shipper! Il fallut cependant attendre le 20 août 1924 pour que le traité Victoria-Vélez délimite la frontière actuelle entre la Colombie et le Panama. Justement, parlons des États-Unis. Le 4 novembre 1924 eut lieu l'élection d'un nouveau président. Ce fut le républicain Calvin Coolidge qui fut élu président des États-Unis. En réalité, il l'était déjà. Lors des élections de 1920, il était le vice-président de Warren Harding, 29e président des États-Unis, qui mourut d'une crise cardiaque avant la fin de son mandat, le 2 août 1923. Calvin Coolidge, surnommé Silent Cal ou Cal le taciturne, C'est sûr que c'est pas joli rigolo, hein. 52 ans, devint donc président jusqu'aux élections, où il fut élu, cette fois, 30e président des États-Unis. Le dernier sultan ottoman abdiqua en novembre 1922 sous la pression de Mustafa Kemal, 41 ans, qui devint le premier président de Turquie en octobre 1923. Mais que fait le sultan devant une loi insultante? Après la suppression du sultanat pour le côté politique, le 3 mars 1924, l'Assemblée nationale turque vota la fin du califat pour le côté religieux, faisant de la Turquie le premier pays musulman laïque au monde et marquant la fin définitive de l'Empire ottoman. Parlons-en! Après l'éclatement de l'Empire ottoman, et malgré la promesse anglaise d'un État arabe, la France et le Royaume-Uni se partagèrent des mandats sur les territoires du Proche-Orient. L'éphémère royaume arabe de Syrie ne dura que de mars à juillet 1920. Shipper, arrête de shipper! La France administra les États du Liban, de Damas et d'Alep. Le 5 novembre 1924, les États de Damas et d'Alep fusionnèrent en État de Syrie, mais restèrent de toute façon sous mandat français. Ce n'était pas tout à fait une colonie, puisque destinée à devenir indépendante un jour. Mais
il n'y avait pas de limite temporelle, et ces États furent plus ou moins administrés comme des colonies. En 1832, la monarchie grecque s'est imposée par la force. La France, le Royaume-Uni et la Russie, sauveurs de l'indépendance grecque face aux Ottomans, ont imposé le Bavarois Othon comme roi de Grèce, alors que l'Assemblée grecque avait voté pour une république. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! L'histoire grecque contemporaine fut émaillée de demandes de constitution et de coups d'État, et il faudrait une vidéo entière pour en parler. Sachez en tout cas que la Première Guerre mondiale n'arrangea pas les choses, occasionnant un schisme national où la Grèce fut partagée entre partisans du roi et partisans du Premier ministre. À la fin de la Première Guerre mondiale, le conflit continua, pour les Grecs comme pour les Turcs. La deuxième guerre gréco-turque occasionna la grande catastrophe, une grande crise sociale avec un gros transfert de population, une crise économique et bien sûr politique. Les élections de décembre 1923 consacra la victoire des Républicains. Le roi de Grèce Georges II, 34 ans, s'exila après seulement 1 an et demi de règne. Au revoir. Le 25 mars 1924, le Parlement grec proclama la Deuxième République. Pavlos Koundouriotis devint président de la République hellénique. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. La Tchécoslovaquie était un très jeune pays, né de la dissolution de l'Empire austro-hongrois en octobre 1918. Fusion de 3 peuples, les Tchèques, les Slovaques et les Ruthènes, 4 en incluant les Allemands des Sudètes. Quelle chance! La jeune république était fragile, dominée par les Tchèques, ce que les autres peuples n'appréciaient pas vraiment. Quelle chance! Quelle chance! Géographiquement, la Tchécoslovaquie était clairement un État tampon, proche de l'Allemagne, de l'URSS et d'une Hongrie quelque peu belliqueuse. Quelle aubaine! Ça, c'est un sacré coup de bol! Elle avait besoin de soutien de l'Occident. La France la rassura en concluant l'alliance franco-tchécoslovaque le 25 janvier 1924. Oui, il s'agit de cet engagement que la France abandonna donc 14 ans plus tard au traité de Munich de 1938. Et puisqu'on parle de la France, comment s'est passé 1924 dans l'Hexagone ? Les Jeux Olympiques modernes, comme chacun sait, ont été ressuscités en partie grâce au Français Pierre de Coubertin en 1896. Cette année 1924 est spéciale, puisque, pour la première fois de son histoire, eurent lieu les Jeux Olympiques d'hiver, du 25 janvier au 1er février, à Chamonix. Une semaine de compétition rassemblant 16 nations pour 16 épreuves. C'est un début. Du 5 au 27 juillet eurent lieu aussi les Jeux Olympiques d'été à Paris. Je ferai une vidéo spéciale Jeux Olympiques d'été de 1924, donc je n'en parle pas plus. Plus rapide que le cheval qui souffle en tempête. Depuis 1919 et la fin de la Première Guerre mondiale, la droite était au pouvoir, constituée de beaucoup d'anciens combattants, d'où son surnom de Chambre Bleu Horizon. L'Union des partis de droite et du centre, dite Bloc National, élit président de la République Alexandre Millerand, 61 ans, en 1920. Mais le mandat législatif dure 5 ans. Et le 11 juin 1924, eurent lieu des élections très violentes verbalement et dans les affiches. Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Le cartel des gauches, union des radicaux, des républicains socialistes et de certains membres de la SFIO, fraîchement séparés des communistes depuis 1920, remporta les élections. Ces députés du cartel des gauches poussèrent le président de droite Millerand à démissionner. Le 13 juin, les députés et sénateurs élirent à la présidence de la République un radical, le président du Sénat, Gaston Doumergue, 71 ans. Le radical Édouard Herriot, 52 ans, devint président du Conseil. Ce nouveau gouvernement participa à la conférence de Londres du 16 juillet au 6 août 1924 sur l'occupation de la Roure par les Belges et les Français. Il faut savoir qu'après le traité de Versailles de 1919, l'Allemagne était reconnue seule responsable de la guerre et devait payer d'énormes indemnités. La France occupait la Roure depuis janvier 1923, surtout les centres de production de charbon, de fer et d'acier, tout ça pour obtenir leur fameux remboursement. Shipper, arrête de shipper! Oh mince! Ce qui accentuait l'hyperinflation, la pauvreté et même des émeutes de la faim en Allemagne.
Le Premier ministre du Royaume-Uni, Ramsay MacDonald, obtint le retrait des Français de la Roure et leur acceptation du plan Daves qui assouplissait les réparations allemandes. Les Français évacuèrent la Roure. Je vous retrouverai, Enfin, le 23 novembre 1924, pour essayer de rassembler le cartel des gauches qui commençait déjà à se diviser, Édouard Herriot décida de porter au Panthéon Jean Jaurès, décédé il y a 10 ans. L'entrée au Panthéon n'eut pas l'effet escompté, puisque la SFIO à 18h, puis les communistes à 20h, se réclamèrent du grand homme et manifestèrent chacun de leur côté. Les communistes fustigeant le cartel des gauches, qui pour eux ne valait pas mieux que le bloc national, puisque capitaliste. Vous êtes vraiment méchant. Ainsi s'acheva l'année 1924, avec les chansons de Maurice Chevalier de Mistinguett, où le poids de la Première Guerre mondiale est encore très présente, où les frontières se redessinent, les régimes politiques changent, et où les Jeux Olympiques montrent l'aspiration à un monde plus pacifié. Il faut que je vous parle plus précisément de ces Jeux Olympiques, mais ceci est une autre histoire. Il s'est vraiment passé tout ça il y a 100 ans? Eh oui, on ne vous parle pas assez des années 20, elles sont pourtant importantes. Et dans 100 ans, vous ferez une vidéo sur 2024? Eh ouais, après tout, 100 ans de plus ou de moins, ça doit pas être un grand changement pour vous. Joker.